Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Il y a encore plein de sujets, on va parler de Nvidia, rapidement, de AMD, rapidement, on va parler également de Chine, de la Chine, vous allez voir pourquoi, on va également parler de Sony, les futurs rachats potentiels, et qu'est-ce que va faire Microsoft en face potentiellement, je dis bien potentiellement. On va parler aussi et surtout de Dying Light 2, vous savez le jeu, je l'ai acheté, je l'ai testé, et ben je vous ai fait une petite vidéo un peu plus technique, parce que je l'ai acheté sur PC, et bien entendu on parlera également de la version console, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, testée par Digital Foundry. On va également revenir rapidement sur, vous savez, les jeux, ma dernière vidéo, les jeux qui seraient sur PC au bout d'un an, voire 6 mois, les AAA PlayStation. Eh bien, j'ai eu une réflexion particulière et je voudrais revenir rapidement dessus. A tout de suite. Alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Je vous le répète toujours, ça permet à la chaîne de grandir et ça me fait extrêmement plaisir. Le pouce bleu, les commentaires, bien entendu, les commentaires que je lis et auxquels je réponds au maximum. Alors pour démarrer, on va revenir sur un des sujets de ma dernière vidéo, rapidement, rassurez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai émis l'hypothèse que dans le futur, Sony pourrait mettre plus rapidement les AAA, vous savez, les exclus PlayStation, PS5, plus rapidement dans le monde PC, peut-être au bout d'un an, voire 6 mois à la fin. Et certaines personnes m'ont expliqué que non, ça n'arriverait pas, et leur argument est tout à fait valable. Je pense que les miens aussi, je pense que les leurs aussi, on verra dans le futur. Mais il y a un des commentaires qui m'a dit, en plus, ça déplairait fortement aux joueurs PlayStation, aux joueurs qui joueraient par exemple aux jeux AAA exclus sur PS5, ça déplairait de voir arriver les jeux sur PC au bout d'un an, voire 6 mois. Ça les dégoûterait. Ben je vois pas pourquoi. Voilà, je le dis honnêtement, je vois pas pourquoi. Après tout, si les jeux étaient multiplateformes, attention, bien entendu, pas Xbox, je le comprends, mais PC, PS5 par exemple, pourquoi ça dégoûterait les joueurs qui joueraient sur PS5? Ça permettrait aux joueurs de choisir un choix plus large. Si c'était au bout de 6 mois, en plus, bien entendu, ça arriverait en plus en exclu au début sur la PlayStation, sur la PS5. Je ne vois pas en quoi ça doit dégoûter les joueurs PlayStation, par exemple. Chacun a le choix, ça permettrait d'avoir un choix plus vaste, une liberté plus grande pour les joueurs. Bah écoutez, moi je ne vois aucun problème là-dedans. Si on en est au point effectivement que si le jeu sort 6 mois après sur PC, eh bien on est dégoûté, on ne va pas prendre le jeu, je m'inquiète un petit peu quand même. Bien entendu que la majorité des joueurs n'en auront rien à faire je pense. S'ils ont envie de jouer sur console, ils joueront sur console. S'ils ont envie de jouer sur PC, ils joueront sur PC tout simplement. Et d'ailleurs ça va rejoindre tout à l'heure mon analyse sur Dying Light 2. Alors deux petites infos qui m'ont fait beaucoup sourire sur Nvidia, enfin sourire à moitié. Vous savez que durant le CES 2022, ils avaient annoncé la RTX 3090 Ti, un gros monstre, un nouveau monstre, qui allait bien consommer en plus, qui allait bien chauffer la planète. Eh bien la carte c'est une carte fantôme car elle n'existe pas, en tout cas elle est revendue par les revendeurs à 4000 €. Eh oui, allons-y, tant qu'on y est. Mais vous n'aurez aucune disponibilité de cette carte, aucun revendeur ne la possède. Pourquoi? Parce que le GA102 qui compose le cœur de cette carte, eh bien, est en rupture totale et en totale rupture de stock, bien entendu, en pénurie totale. Samsung n'arrive pas à fournir suffisamment de puces, on le sait, et donc, bien entendu, Nvidia ne peut pas produire cette carte-là. C'est assez ironique. Et la RTX 3050, vous allez me dire, vous savez, la petite carte entrée de gamme, qui devait coûter 279 €, je vous rappelle, eh bien, elle est vendue, elle existe à 589 €. Et oui, 589 €, écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai acheté ma RTX 3060 Ti et je l'ai payé plus cher que le prix d'origine. Bon, c'était une OC, il faut le reconnaître, mais quand même, je l'ai payé 600 €. Eh bien écoutez, une RTX 3050 pour le prix d'une RTX 3060 Ti, je dis quand même qu'il y a problème. Donc effectivement, le prix des cartes continue à s'envoler et c'est très inquiétant et ça ne va pas finir cette année, je vous le garantis. Ça va encore durer pour 2022 et probablement 2023, le temps que les usines, les nouvelles fabs, TSMC, Samsung, Intel, sortent de terre. Je précise qu'effectivement, Samsung, contrairement à ce que j'ai dit, a commencé à faire du 5 nanomètres. En juillet 2021, ils sortaient des puces en 5 nanomètres. Attention par contre, ils avaient beaucoup de difficultés. L'année dernière, en milieu d'année, ils étaient à moitié rendement, c'est-à-dire qu'ils avaient un rendement assez faible sur le 5 nanomètres. Depuis, ils se sont peut-être améliorés, ils vont attaquer le 4 nanomètres, mais je pense quand même qu'ils ont pas mal de retard par rapport à TSMC pour le moment. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles usines, et oui, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles usines, il y aura pénurie. Attention tout de même, parce que c'est cyclique. Et oui, je connais le monde du semi-conducteur depuis longtemps, et c'est cyclique. Quand il y aura beaucoup d'usines, beaucoup de production, beaucoup d'offres, la demande peut un peu diminuer, et vous verrez qu'à ce moment-là, les usines ne tourneront peut-être même pas à plein régime, et on aura une inversion de tendance possible. La seule différence avec les époques d'avant, c'est qu'effectivement, on peut être en pénurie de matières premières pour très longtemps, et là par contre, c'est un vrai problème.
Lisa Su, la PDG de AMD, a annoncé que non, elle ne retarderait pas les RX 7000, vous savez, la prochaine gamme des GPU de AMD, c'est-à-dire qu'on va passer en 7000, en gamme 7000 rapidement, même si on a pénurie sur la 6000, que tout le monde n'a pas obtenu sa carte, eh bien vous pourrez obtenir directement peut-être une carte 7000, si bien entendu il n'y a pas pénurie sur la gamme 7000 qui va être fabriquée en 6 nanomètres et 5 nanomètres TSMC, je vous rappelle, 6 nanomètres, 5 nanomètres, parce que c'est du multi-chip module pour le Navi 31 et Navi 32, c'est-à-dire les moyennes gammes et hautes gammes. Le Navi 33, lui, sera en monolithique, c'est-à-dire une seule puce. Et pourquoi en 5 nanomètres? Eh bien parce que je vous rappelle que fin 2022, normalement si tout se passe bien, eh bien Apple, lui, passera en 3 nanomètres. Basculement de Apple en 3 nanomètres, peut-être de Qualcomm aussi, et donc bien entendu, AMD va profiter du 5 nanomètres, là où Intel pourra profiter peut-être d'ailleurs du 4 nanomètres. Vous voyez, c'est un peu la guerre process entre les différentes marques. La Chine, je voulais rapidement parler de la Chine parce qu'elle va créer un organisme spécial pour collaborer avec certaines entreprises américaines en particulier, mais pas que, européennes aussi, vous allez comprendre, en particulier Intel et AMD, et côté européen, ASML, vous savez, la seule entreprise au monde qui fabrique des équipements extrême ultraviolet photolithogravure pour faire du 7 nanomètres, 5 nanomètres et en dessous encore. Et bien entendu, c'est un moyen un petit peu détourné de contourner justement l'embargo imposé par les États-Unis, en particulier sur plusieurs de ces industries. Et comment la Chine compte faire ça? Eh bien tout simplement en proposant à ces industries d'installer des usines sur son territoire. Et pourquoi ces entreprises pourraient être intéressées? Tout simplement parce que la Chine représente probablement dans le futur le plus gros marché mondial. Et oui, plus de 1000 milliards dans le monde, on estime, sur ce marché, et donc bien entendu la Chine serait un des gros consommateurs. Certains économistes prévoient également que la Chine dans les 10 ans aura rattrapé son retard, quoi qu'il arrive, boosté justement par cet embargo. Ils ont donc accentué les recherches sur le process, et dans 10 ans, ils pourraient rattraper leur retard vis-à-vis de TSMC, Samsung et Intel. Alors Sony a fait le rachat de l'entreprise Bungie, comme vous le savez, et bien entendu, ils ont encore de l'argent en potentiel, peut-être 10 à 12 milliards en potentiel, pour pouvoir acheter d'autres entreprises. Alors certains ont évoqué EA, par contre EA ça me paraît improbable, c'est 37 milliards de capitalisation, ce serait un peu difficile pour Sony d'acquérir EA, et je n'en vois peut-être pas trop l'intérêt, même si effectivement EA est très fort dans le jeu multijoueur également. Et le jeu service en particulier, on le sait, les lootbox et j'en passe. Par contre, on peut penser à d'autres entreprises comme Square Enix, bien entendu, Square Enix, ils ont une alliance très forte avec Square Enix, avec Capcom, avec Sega, avec Konami, bien entendu, peut-être pourquoi pas avec Ubisoft, ou CD Projekt Red. Toutes ces entreprises pourraient être dans la ligne de mire de Sony, qui a les moyens par contre de les racheter. Il y a en plus des entreprises japonaises, et entre japonais bien entendu ça peut mieux se passer. Le Japon peut être plus favorable effectivement à un rachat de la part de Sony que d'une autre entité dans le monde. Donc les feux sont ouverts effectivement pour le rachat d'une de ces entreprises, voire deux de ces entreprises. Mais Microsoft est intéressé aussi. Je vous rappelle que Phil Spencer l'a dit, Phil Spencer est très intéressé par le rachat d'une entreprise japonaise pour bien entendu accentuer son influence au Japon qui est assez faible côté Xbox. Donc si par exemple Sony rachetait Square Enix, je ne serais pas étonné de voir Microsoft tenter de racheter par exemple Sega ou Konami par exemple. On en reparlera dans l'avenir, mais je pense qu'effectivement le principal des rachats va s'effectuer très prochainement au Japon. Ubisoft peut-être, mais j'ai plus de doutes. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça me fait d'ailleurs rapidement basculer sur Phil Spencer d'ailleurs qui vient de recevoir un prix. Écoutez, c'est très intéressant parce que également on a appris que les collaborateurs de Phil Spencer, ils étaient tous très sceptiques vis-à-vis du Game Pass et que le seul qui croyait vraiment au Game Pass, eh bien c'était Phil Spencer. Donc écoutez, moi j'ai toujours dit, Phil Spencer au départ j'avais un peu de mal avec lui, et au fil du temps, écoutez, j'apprécie plutôt le personnage, et en tout cas, de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été visionnaire. Je sais que certains d'entre vous n'apprécient pas le Game Pass, que d'autres disent que c'est un gouffre financier, moi je crois plutôt à la réussite du Game Pass dans l'avenir. Attention, je ne dis pas c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, on en reparlera bien entendu, moi je pense que c'est une bonne chose en termes de concurrence par exemple, et en termes de diversification pour le jeu vidéo, ça peut être une mauvaise chose dans l'avenir, eh bien écoutez, on en reparlera ensemble, mais en tout cas en termes de vision stratégique, Phil Spencer, il s'est quand même posé là. Et maintenant parlons de Dying Light 2. Donc les images que vous voyez, c'est les images que j'ai pris moi, je les ai pris sur PC. Alors écoutez, j'étais parti pour le prendre sur console, et oui, j'étais parti pour le prendre sur console, je suis allé, j'ai fait quand même 40 km aller-retour dans un magasin le vendredi matin, le jour de sa sortie, à 10 h du matin. Je suis allé à un magasin en particulier, Leclerc pour ne citer que lui. Je ne l'ai pas réservé avant, j'ai eu tort, je le reconnais, mais je pensais que Dying Light 2 n'aurait pas tout à fait le même succès que Horizon Forbidden West par exemple, ou Elden Ring.
Eh bien j'avais tort, je suis arrivé, rayon vide. Donc je suis allé ensuite à Carrefour, rayon vide également. J'ai été un peu fatigué et surtout j'ai réfléchi pendant que j'étais dans la voiture, j'ai réfléchi et je me suis dit, eh bien écoute, après tout, comme tu vas prendre Horizon Forbidden West sur PS5, un peu obligé quand même, hein, comme je vais prendre Elden Ring probablement sur Xbox Series X, eh bien je vais prendre Dying Light 2 sur PC. Et donc j'ai pu faire des tests FPS. C'est très intéressant le PC, parce que sur le PC, vous avez toutes les options dans ce jeu. Vous avez le FSR de AMD, vous avez bien entendu le DLSS, vous avez plein de résolutions. J'ai pu le tester en ultra wide, c'est-à-dire 3440p sur 1440p. Vous savez, les écrans 21/9. Par contre, bien entendu, j'ai pu tester sur d'autres résolutions et vous allez voir, les résultats sont très intéressants. Bien entendu, à la fin, je vous parlerai également du test de Digital Foundry sur les consoles et je vous ferai un petit comparatif pour vous donner mon opinion personnelle. Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter sur console ou sur PC? Ça dépendra bien entendu du type de joueur que vous êtes, mais je vous donnerai quand même mon opinion personnelle. Sachez que j'ai un Ryzen 5600X, c'est très important pour la suite, et sachez également que je l'ai installé sur un disque dur. Un Seagate Barracuda, il speed, mais c'est un disque dur, ce n'est pas un SSD. Sachez que j'ai donc pu le tester en DLSS, qualité DLSS performance, et également en FSR qualité FSR performance, et bien entendu sans aucun upscaling, c'est-à-dire en résolution native. Alors en DLSS qualité comme en FSR qualité, je tourne à peu près à 39 fps, entre 37 et 39 fps. Je suis au max de toutes les options, en ultra si vous préférez, en élevé partout, c'est le maximum partout, et donc je suis entre 37 et 39 fps lorsque j'ai le DLSS ou le FSR qualité. En termes de qualité visuelle, comme vous voyez à l'écran, j'ai fait des zooms, eh bien le FSR qualité ou le DLSS qualité, je n'ai pas de différence avec la résolution native. C'est-à-dire que le DLSS qualité ou le FSR qualité me donne le même rendu qu'une résolution native, c'est très important, alors que en résolution native, je ne suis plus qu'à 21 fps. Et en mode performance, vous allez me dire, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de monter un petit peu les fps quand même. En mode performance, le DLSS performance, je suis à 53 fps, le FSR performance, je suis à 58 fps. J'ai quand même une nette amélioration côté FPS pour le FSR. Oui, mais par contre, la qualité en pâtit un tout petit peu. Vous voyez en particulier sur les lettres, on voit quand même que c'est plus flou, que c'est moins précis que le DLSS performance, qui est tout aussi bon d'ailleurs. Alors attention, en 3440p sur 1440p, qui est tout aussi bon d'ailleurs que le DLSS qualité. Je ne vois pas trop de différence entre les deux, donc moi j'ai choisi le DLSS performance. Attention, je précise, j'ai une RTX 3060 Ti avec des tenseurs core spécialisés pour le DLSS. Si vous avez une carte AMD par exemple, le FSR deviendrait peut-être plus intéressant. Il serait intéressant de faire les essais. Je vous précise d'ailleurs que pour les FPS, c'est très facile si vous avez Steam de le mettre en route. Si vous ne connaissez pas, vous allez dans Paramètres, et dans Paramètres, vous avez le IPS, image par seconde, vous l'activez, vous pouvez même accentuer les chiffres pour mieux les voir à l'écran, ils sont en tout petit en bas à droite, et ça vous permet ainsi de faire vos réglages à vous pour obtenir bien entendu le bon compromis entre visuel et FPS. Autre essai intéressant, j'ai essayé de diminuer la résolution native. Ainsi, par exemple, en étant tout en max, mais en ayant désactivé le ray tracing, et uniquement le ray tracing, je suis actuellement en DLSS performance à 84 images par seconde. 84 images par seconde. Et oui, c'est quand même pas si mal que ça. Je suis passé en 1440p sur 2160p, la résolution 16/9 1440p, et là je passe à 96 images par seconde. Donc un vrai gain. Un gain de plus de 12 images par seconde. Et ensuite, je suis passé en Full HD 1920 sur 1080, et là je suis passé à 110 fps. Finalement, un grand gain aussi, mais pas si grand que ce que je pensais. Et j'ai trouvé l'explication. Je suis passé en 1600 sur 900, j'ai encore réduit l'image native, la résolution native, et je suis resté encore à 109 fps, entre 109 et 110 fps. Et ainsi de suite, quoi que je fasse, que j'active le DLSS ou que je l'enlève, lorsque je suis en 1600 sur 900, ça ne change rien, je suis toujours à 110 fps, c'est-à-dire que c'est mon CPU, mon Ryzen 5600X qui limite. Et oui, c'est le CPU, un peu comme dans Cyberpunk sur les consoles PS4, Xbox One, rappelez-vous, c'était le CPU qui limitait totalement le jeu, et bien là c'est la même chose, mon CPU, qui est un très bon CPU quand même, et bien limite à 110 images secondes dans ce jeu, malgré la résolution la plus basse. Alors bien entendu, je pourrais gagner encore, il suffirait que je diminue certains items qui affectent le CPU pour gagner en FPS, mais là n'était pas le but était effectivement de trouver un bon compromis. Un compromis de 84 FPS, écoutez, c'est pas si mal en termes de fluidité, je pense que d'ailleurs sur les consoles, ce serait très bien. Je pense d'ailleurs que les joueurs de consoles seraient très contents d'avoir 84 FPS, plus de 60 FPS avec un setting au maximum. Dernière mesure non négligeable, en natif, c'est-à-dire sans DLSS, sans FSR,
J'ai fait bien entendu une mesure, comme je vous ai expliqué, à 1600 sur 900p, c'est-à-dire avec une résolution beaucoup plus basse. J'ai été limité par mon CPU à 110 images secondes, 109, 110 images secondes. Je suis repassé en Full HD, et en Full HD, je suis tombé à 78 images par seconde, là où avec le DLSS ou le FSR, je suis toujours à 110 images par seconde. Donc effectivement, et avec une qualité, je précise, en DLSS qualité et en FSR qualité, c'est-à-dire avec une qualité équivalente au natif. Donc c'est assez intéressant, le DLSS et le FSR, c'est très performant, il faut bien le reconnaître. Parlons maintenant rapidement du test de Digital Foundry, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a 3 modes de jeu sur les consoles, PS5, Xbox Series X, et un seul mode de jeu sur la Xbox Series S dont on parlera après. Les 3 modes de jeu sont tout simplement soit en optimisé graphiquement, mais sans ray tracing. On est à 30 fps et on est à 1800p pour la PS5 et 1994p pour la Xbox Series X, mais dans la réalité, on ne voit pas grande différence à l'écran, comme je vous l'ai toujours expliqué, bien entendu. L'upscaling entre les deux fait tout à fait l'affaire et on ne verra pas grande différence, hormis pour les ombrages. Ils ont noté que pour les ombrages sur la Xbox Series X, il y avait peut-être quelque chose d'un peu bizarre, mais que ça allait peut-être être corrigé dans un futur firmware. Bref, les deux sont équivalentes sur ce plan-là. Deuxième plan, eh bien le mode performance, bien entendu, on est en 1080p, Full HD, 60 fps constant sur les deux, et on est équivalent sur les deux. Troisième mode, un mode Ray Tracing, 1080p, Ray Tracing, où effectivement le jeu est magnifié en termes de lumière, en termes de rendu d'ombrage, etc. Mais on est en Full HD. Côté Xbox Series S, on est en Full HD 30 fps. Alors vous pourriez dire c'est faible, oui, mais attention, regardez, côté PS5, Xbox Series X, on est en 1080p 60 fps. On n'est pas à 120 fps, ce qui veut dire que le jeu est assez gourmand en termes de ressources GPU et aussi, comme je vous ai dit, ressources CPU. Et donc, côté Xbox Series S, il est naturel que ce soit en 1080p 30 fps si sur les grosses machines, on n'est qu'en 60 fps sans ray tracing et sans optimisation supérieure graphique, même si bien entendu, par rapport à la Xbox Series S, il y a de l'optimisation graphique supplémentaire. Attention, je n'ai pas dit le contraire. Et c'est là où je vais en venir, est-ce qu'il faut acheter le jeu sur PC ou sur console ? Écoutez, tout dépend, voilà, tout dépend. Moi j'ai fait mon expérience sur PC, c'est assez intéressant parce que sur PC, effectivement, vous avez l'avantage de ne pas faire de compromis comme on doit faire sur console. Et oui, sur console, on doit choisir, soit vous avez le mode performance, soit vous avez le mode optimisé graphiquement, soit vous avez le mode Ray Tracing en Full HD. Et bien tout ça, vous l'avez sur PC d'un coup. Alors attention, j'ai une RTX 3060 Ti, c'est pas une petite carte non plus, même si ce n'est pas le haut de gamme, loin de là, de Nvidia ou de AMD. Et de plus, je joue en ultra wide, c'est-à-dire en 21/9. Attention, ça fait quand même pas mal de points à calculer de plus pour le GPU en particulier, hein, par rapport au 16/9 classique, mais ce n'est pas du 4K, c'est vrai. Mais tout de même, je peux ainsi jouer avec tous les effets supplémentaires au maximum, les options supplémentaires au maximum, le ray tracing, etc. si je le voulais. Bien entendu, je joue sans ray tracing pour la torche, je précise, pour la torche uniquement. Pour tout le reste, je joue avec le ray tracing et tout en élevé. Et je vous dis, je suis entre 60 et 80 fps, 60 au minimum. Le deuxième avantage d'un PC, c'est plus un avantage fonctionnel. Lorsque vous êtes plusieurs, eh bien une personne peut prendre le téléviseur et vous pouvez jouer en parallèle. Ça a l'air idiot, mais ça arrive souvent que dans les familles, eh bien certains aient envie de prendre le téléviseur pendant que vous voudriez jouer. Et donc là, c'est un peu problématique. Le PC vous permet d'être totalement libre. En termes de prix, ben non, là ça ne marche pas parce que le jeu est au même prix sur les consoles que sur PC. Et oui, vous le trouvez à peu près au même prix sur console et sur PC. On n'est pas à 80 € d'un côté. Alors si vous le prenez sur le PlayStation Store, bien entendu, mais si vous le prenez en physique, on n'est pas à 80 € d'un côté. Et sur le PC, on serait par exemple à 50 €. Non, on est au même prix, donc l'argument du prix ne tient pas. Par contre, je jouais par exemple à Magic Gathering sur PC, vous savez, le très célèbre jeu de cartes. Et bien un jour, j'ai eu le droit à une installation d'une nouvelle version. Et depuis ce jour-là, et je dis bien depuis ce jour-là, ça ne marche plus. Lorsque je lance jouer, ça plante le jeu, tout simplement. J'ai réinstallé le jeu, j'ai essayé divers modes, le mode administrateur, etc., etc., essayé de changer en termes de compatibilité, plein de choses. Je suis allé sur les forums, sur les centres d'aide, etc., etc. Personne n'a eu ce problème. C'est-à-dire que je suis un cas isolé, entre guillemets, par rapport aux joueurs de Magic Gathering, bien entendu. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, ce qui veut dire que quand vous êtes comme ça, vous êtes coincé. Vous pouvez bidouiller, moi j'ai essayé de bidouiller. Imaginez ceux qui ne savent pas bidouiller, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous êtes devant une machine qui ne veut plus fonctionner, en tout cas sur ce jeu-là, pour le moment. Et oui, le PC, il faut savoir un peu bidouiller, c'est normal. Au début, votre PC va parfaitement marcher, et puis petit à petit, en fonction de ce qui va être installé, vous pouvez avoir divers problèmes variés.
et l'optimisation des jeux en particulier peut jouer là-dedans. Donc c'est un peu différent de la console où vous mettez votre Blu-ray, ou alors vous avez le jeu bien entendu téléchargé en dématérialisé, et vous lancez le jeu, et s'il y a un problème dans un jeu, parce que ça peut arriver, ce sera un problème sur toutes les consoles. Et oui, parce que bien entendu, le parc est unifié contrairement au PC. C'est ça le gros avantage des consoles. Le deuxième avantage, et je l'avoue franchement, Dying Light 2 est très beau sur mon PC, mais l'écran, même si c'est un 21/9, est bien plus petit qu'un écran 4K plus immersif. Et oui, un écran 4K plus immersif, parce que l'écran est plus grand, vous êtes plus immergé, je trouve personnellement, je dis bien personnellement, dans le jeu sur console avec écran 4K, téléviseur 4K je précise. Et donc ça c'est le petit côté plus, je trouve, de la console. Par contre, effectivement, en termes d'optimisation, en termes de performance, bien entendu, le PC RTX 3060 Ti reste supérieur à la console. Donc c'est un choix, tout simplement. Moi, effectivement, honnêtement, je vous le dis honnêtement, j'aurais préféré peut-être jouer sur console pour vraiment être immergé dans ce jeu. Je parlerai du jeu quand j'aurai fait un peu plus d'heures. J'ai quand même bien tourné sur ce jeu, hein. J'ai fait pas mal d'heures de jeu, mais j'en parlerai un peu plus quand j'aurai continué l'aventure, qui m'a l'air intéressante, en tout cas en termes de background, d'histoire, pour le moment, je précise. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.